Bonjour, ça fait longtemps que j'ai pas bien eu le temps d'enregistrer. Et en même temps, je fais pas ça pour faire de l'actu. Je fais ça aussi, il faut et que j'ai du temps et que j'ai intégré des choses nouvelles à partager. Donc des idées me soient venues. Donc là, j'en ai accumulé quelques-unes depuis un certain temps. Donc je vais vous parler de plusieurs petites bricoles, en commençant par ce qu'on appelle chamanisme. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a toujours touché, je me suis toujours senti de là, sauf que c'est pas vraiment ce qu'on entend en général par ça. Et moi, par exemple, quand je fais du son, quand je deviens habité par le son, par ce que j'écoute, c'est comme si je rentrais dans le son et je vois ou je sens ce que je dois faire pour agir dessus. Pour moi, ça, c'est du chamanisme. Alors que le chamanisme, on a plus tendance à dire que c'est d'aller visiter le monde des esprits et de revenir en bas pour agir sur quelqu'un, par exemple, quelque chose. Mais voilà, il y a plusieurs formes par rapport à tout ça. Il y a plusieurs façons d'être canal. Ça peut toucher plein de choses différentes, aussi bien des choses qui paraissent plus anodines, mais voilà, quelqu'un qui fait du pain comme un artiste, il est, il met de l'esprit dans ce qu'il fait, quoi, dans la matière. Bref, quand on est habité par ce qu'on fait, pour moi, c'en est déjà. Et là, je voulais vous parler d'un truc par rapport aux plantes et les cérémonies, etc. Alors, c'est pas pour vous dire de pas en faire, mais c'est parce qu'on entend rarement parler de ça. Donc la plante, c'est quelque chose qui va forcer la porte, en gros. La porte des perceptions, d'un lâcher des inhibitions. Et la première des choses, quand vous prenez une plante que vous ne connaissez pas, on ne vous la présente jamais comme ça, mais c'est la perte de votre autonomie. C'est-à-dire que dès que vous l'avez prise et qu'elle fait effet, vous devenez dépendant des gens qui sont autour de vous et surtout de la personne qui en général dirige ou a patronné la cérémonie. Et quel que soit votre lien avec cette personne, vous ne savez pas, vous n'avez aucune idée de ses motivations profondes. Et ça peut être important. Enfin voilà, moi depuis toujours, j'avais jamais, je m'étais toujours senti proche de tout ça, sans avoir besoin de plantes, de substances, quelle qu'elle soit. Enfin, j'ai même jamais bu ni fumé avant l'âge de 25 ans. Et il y a un moment, ça a été aussi une façon de faire ma propre expérience de ces choses, parce qu'au départ, il y avait aussi une réaction par rapport à ma famille de ne pas y toucher. Donc à un moment, il a fallu aussi que je fasse mon expérience de ça. Mais pour partager une expérience par rapport au chamanisme, il y a un moment où j'ai été dans une bande d'amis qui pratiquaient ce genre de trucs, et avec les visions, les contacts spirituels que j'avais eus avant, de par moi-même, tout seul, je suis en mesure de comprendre les gens qui héritent d'une tradition, qui ont été initiés ou quoi. C'est-à-dire que je comprends leur langage et je sais s'ils parlent de quelque chose qu'ils ont appris ou s'ils parlent de quelque chose qu'ils comprennent. Et ça donne une certaine universalité pour communiquer avec des cultures et des traditions différentes.
Surtout quand ça a un rapport avec ce qui est le plus authentique, autochtone, tribal, le plus près de la nature et de l'essentiel. Et entouré de tous ces amis, un jour j'ai fait une cérémonie, alors qu'en plus c'était pas la première, du coup cette plante je la connaissais aussi, mais quand même, il y a une personne qui s'est levée, qui était dans la direction de la cérémonie, et qui a fait quelque chose de très anodin sur moi. Alors j'ai pas du tout compris ce que ça voulait dire. Et en fait, ce geste-là m'a fait subir 2 ans de magie noire. De ne plus m'appartenir, d'être comme une cage, d'être comme emprisonné. De plus avoir mes capacités. Et ça a eu un effet de détruire ma vie. J'ai dû vous en parler à un moment, un tout petit peu dans un autre truc. Bref, c'est juste pour vous dire, si vous faites ça, voilà, dites-vous pas que c'est anodin, dites-vous pas que c'est un jeu. Voilà, faut avoir des motivations ou au contraire une vraie légèreté pour le faire. Mais c'est jamais anodin. Et quoi qu'il vous arrive, comprenez que si c'est réel ce que vous avez vécu, vous avez moyen de le retrouver sans rien, juste en buvant de l'eau et en respirant de l'air. Toutes ces choses, si ça montre des choses qui existent, on peut les retrouver sans rien, juste en cultivant notre intuition, nos sens élaborés, nos sens extrapolés. Et si vous avez des grandes frayeurs à le faire, voilà, allez-y vraiment pas à pas. Et n'hésitez pas à faire demi-tour, c'est pas grave. Moi, par exemple, il y avait vraiment une grande appréhension à passer à l'acte. Et en fait, j'ai compris plus tard que ça lève des inhibitions inconscientes. Et à un moment, en travaillant avec un clairvoyant, il m'a dit que j'avais un tel poids sur moi par rapport à mon héritage, à plein de choses, que j'avais une immense pente vers le suicide, comme je vous ai déjà dit à un moment. Et pour m'aider à ne pas passer à l'acte, il y avait aussi la même, à l'opposé, gourmandise de vivre, l'envie de vivre, et il y avait comme une inhibition qui à la fois empêche de mourir et empêche de réussir sa vie. Et mon inhibition, je crois que c'était la peur de se servir dans le monde pour ne pas prendre quelque chose qui ne m'appartient pas. Et si vous avez ça, eh bien vous pouvez avoir au dernier moment peur de passer à l'acte parce que peut-être que vous n'avez pas le droit de le faire ou que ça ne vous appartient pas. Et aussi, ça vous empêche de prendre ce que vous pensez, ce que vous désirez quelque part, donc de réussir votre vie. Mais du coup, ces plantes-là peuvent lever ces inhibitions et des grandes terreurs, même si vous ne comprenez pas pourquoi elles sont là, c'est peut-être pas pour rien. L'autre chose à souligner avec toutes ces plantes et la plupart du temps des traditions qui ne sont pas de chez nous, c'est qu'il n'y a rien de pire que l'occidental qui se les est appropriées et qui pense tout résoudre avec ça. Alors ces plantes, elles sont pas comment on appelle ça, addictogènes. Enfin, vous pouvez difficilement devenir dépendant de ces plantes. Souvent même, elles peuvent guérir des dépendances. Elles sont dégueulasses à prendre.
Mais l'occidental, il est addict aux sensations qu'elle donne, au pouvoir qu'elle donne, et tout ça. Donc voilà, les occidentaux qui s'approprient tout ça, au moindre problème, il faut en prendre, il faut faire une cérémonie, il faut faire une cure, il faut... Et voilà, ça devient la même connerie que tout le reste. Dans les pays d'origine de ces traditions, c'est pas du tout utilisé de la même façon que chez nous. C'est pas forcément les mêmes choses qui envoient et qui guident vers ça. Il faut aussi se rendre compte que quelque part c'est faire une violence, se faire une violence et une violence au corps, de prendre ces plantes et de faire ces actes, ces cérémonies. Vous pouvez avoir accès à tout ça sans rien, juste en devenant plus subtil, en comprenant que c'est comme quand vous perdez la joie de vivre à cause, je sais pas, d'un stress, d'un énervement, d'une tristesse. C'est juste que vous perdez votre ciel intérieur. Il y a un nuage qui s'est mis entre vous et votre soleil. Et bien c'est pareil entre ici tout ce qui est divin, magique, et notre quotidien. Tout est là tout le temps et il y a des voiles qui se mettent. Du coup, ces plantes peuvent aider à lever les voiles pour qu'on se rende compte de ce qu'il y a derrière. Ça peut aussi amener des genres de décompensation, parce que c'est pas rien de foutre les repères en l'air. Il faut pouvoir revenir. Mais voilà, je peux comprendre que on se pose des questions et qu'on étouffe et qu'on ait envie d'essayer des trucs. Simplement, voilà, faites attention et si vous avez vu des choses, si ça vous a sauvé quelque part, en vous faisant découvrir un autre univers, devenez pas dépendant à ça non plus. Comprenez que tout est là, tout le temps, même sans rien prendre, et que vous pouvez y avoir accès en devenant toujours un peu plus subtil. Il y a des trucs qui sont tellement... tellement pas de bon sens, quoi, dans ces traditions. En tout cas, des occidentaux m'ont raconté que en allant se faire initier sur place, la plante est tellement dégueulasse et ils font tellement augmenter les doses que votre corps ne peut plus supporter du tout la substance. Et du coup, vous faites que vomir tout le temps. Dès qu'on vous présente le truc, rien que... Enfin, le corps, il enregistre tout, quoi. Au bout d'un moment, vous voyez le truc, vous avez la nausée. Et ils se le font mettre dans le cul avec des pompes à lavement pour augmenter les doses. Enfin, il y a un moment, quand on se met à manger par le cul, il faut arrêter quelque chose, les gars. Enfin voilà, c'est mon avis, mais je comprends, les suppositoires ça existe, il y a un effet qui a une certaine efficacité par là, mais quand on arrive là, parce que le corps n'en veut plus, n'en peut plus, tellement vous l'avez surdosé, gavé de ce truc très amer, voilà, je pense qu'il y a un moment, ça devient un genre de désir de pouvoir, de se dire qu'on n'a que ça à faire pour améliorer sa vie, quoi. Après, quand je dis que c'est une certaine forme de violence, y a plein de gens qui deviennent médiums suite à un accident. Donc, je peux comprendre aussi qu'il y a, selon comment on est, les choses qu'on n'arrive pas à bouger, les choses qu'on doit vivre, il y a des trucs plus ou moins violents qui doivent arriver. Mais voilà, je pense qu'une fois que c'est fait, c'est pas forcément utile de se faire violence continuellement pour accéder à la même chose, surtout que souvent, il faut qu'on prenne plus pour avoir la même chose. Donc petit à petit, c'est plutôt le contraire. Il faut être plein de gratitude par rapport à l'ouverture que ça nous a donnée et voir ce que ça fait dans notre quotidien
et comment on peut modifier notre perception de nous-mêmes, comment on peut modifier notre quotidien avec des choses simples. En tout cas, chamanisme ou pas, je pense que le parcours Flamme Jumelle, j'ai de plus en plus conscience qu'il y a un vrai apprentissage par rapport à l'ombre et la lumière, et que du coup, je pense que dans la plupart des parcours, il y a des tentations, souvent déguisées, d'aller goûter, d'aller subir tout ce qui est dans l'obscurité, pour qu'on comprenne qui on est et ce qu'on veut, ce qu'on désire, ce qu'on est là pour vivre, pour aller directement vers soi et ne plus être tenté par l'ombre, par distraction par exemple. Quand on a fait ces expériences, si on est dans un moment où il ne se passe rien, il y a un moment dans la vie où on peut avoir envie de faire un peu n'importe quoi pour sentir un peu d'intensité. Et il y a un moment où quand on a fait les expériences, tout ça c'est fini. S'il se passe rien, il se passe déjà rien de grave. Et puis ça peut être la possibilité d'émergence de quelque chose de nouveau. C'est comme quand on est dans le vide, dans la méditation, dans un moment qui peut paraître anodin. C'est là où il y a des idées qui peuvent surgir. Et donc il y a pas mal d'histoires de magie noire dans les parcours de Flamme Jumelle, je crois. Voilà. Moi, ça m'a vécu quelque chose qui ressemble à ça. Ça a duré 2 ans. Et il y a un exorciste qui s'est occupé de moi pendant 1 mois pour que j'en sorte. Ce qui m'a appris donc à me respecter et à savoir dire non catégoriquement à ce qui ne me convient pas. Ça me fait penser à quelque chose quand je parle de moments qui ne bougent pas. Pour moi, le switch, c'était juste le moment d'affirmation du chaser devant le runner. C'était pas du tout une inversion d'énergie. C'était pas le chaser devient runner et inversement. Et je suis peut-être en train de découvrir qu'il y a des trucs comme ça effectivement qui se passent. Là, je suis dans ma 2e année de complétude, le début de la 2e année. Ouais. Et pendant cette première année, il y a eu, on va dire, la 2e partie de l'année qui a été très stagnante. En tout cas, ça donnait cette impression intérieurement. Quoi que je fasse, il n'y avait rien qui pouvait bouger. Et donc, je me dis quand c'est comme ça qu'il y a plein de choses qui s'intègrent que je ne comprends pas forcément. Il y a plein de choses qui continuent à se guérir, à se stabiliser et qui sont très importantes. Et en fait, c'est aussi un moment yin. Et c'est une façon de comprendre ce que c'est que d'être dans cette énergie, en tout cas quand elle domine, et qu'il n'y a plus rien qui bouge et qu'on est complètement dépendant de ce qui peut se passer à l'extérieur, d'être, je sais pas, demandé, d'être... et du coup d'avoir tendance à répondre au moindre truc qui devient possible. Alors là, avec l'expérience, non, j'ai pas besoin non plus de répondre au moindre truc pour qu'il se passe quelque chose. Mais c'était marrant de me dire ça. De prendre conscience de ce moment yin. Et là, ça commence à rebouger, donc c'est chouette. Mais à un moment, quand la porte n'est pas ouverte, il n'y a rien à faire. Moi, les gens qui... Après, on vit à plein de niveaux différents. Il y a des choses qui sont qui sont valables pour certaines personnes et pas du tout pour d'autres. Il y a vraiment 1000 trucs qui semblent valables pour la plupart. Et pour moi, c'est absurde. Voilà, c'est comme, je sais pas, de la pensée positive. Alors, je dis pas que c'est que des conneries, mais voilà, la moitié de soi, c'est difficile. Moi, je me rappelle qu'une fois, je me suis arrêté dans une queue de bagnole à Paris et je me suis retourné sur ma droite
comme ça, je regardais les boutiques et il y avait une enseigne, c'était marqué le négatif. Et waouh, j'ai tout un truc qui a expiré, qui a soufflé, comme si ça me faisait du bien de juste voir ça. C'était un magasin de photos, un truc comme ça, je crois. Je voulais vous parler aussi de particularités qu'on peut avoir, qui peuvent être très personnelles, mais qui sont tellement présentes qu'on peut en déduire un peu des choses générales. C'est facile d'être tenté par ça. Quand on raconte une histoire, par exemple, et que du coup, on peut dire, bah voilà, le chaser a tendance à ceci, cela. Il y a des outils qui peuvent permettre de se comprendre et de comprendre ses particularités. Par exemple, si je prends un angle astrologique, moi j'ai un Saturne rétrograde. Pendant très longtemps, j'ai pas du tout su ce que ça voulait dire. Et c'est quelque chose qui me ramène toujours à moi-même. Toujours, toujours, toujours. Ça veut dire que je dois tout faire par moi-même, tout découvrir par moi-même. Quand je crois que j'ai quelqu'un avec qui je peux échanger ou qui va pouvoir m'enseigner, tout le truc s'arrête tout le temps. Plusieurs fois, j'ai pensé pile à pouvoir, je sais pas, faire une thérapie ou quelque chose, mais à chaque fois, c'est des histoires hallucinantes, quoi. Et voilà, à chaque fois, je me retrouve seul avec moi-même à devoir faire tout ça par moi-même. Donc, il y a des particularités qui font que c'est pas si simple de dire voilà, faut tous faire de la thérapie. C'est voilà, faut faire ce qu'on sent et puis des fois on voit les portes qui s'ouvrent ou qui ne s'ouvrent pas. Voilà, des particularités, on peut en avoir plein. Par exemple, j'ai 3 lunes noires en Scorpion qui font, alors on dit que notre âme est du signe de notre lune noire. La lune noire, c'est l'endroit de notre plus grande peur et de notre trésor caché. Et donc ça fait peur parce que pour aller trouver notre trésor, le truc qui nous attire, il faut aller vers la peur, vers le truc qui nous fait le plus peur. Donc il y a plein de choses qui se construisent en nous par rapport à ça. C'est-à-dire que tant qu'on ne peut pas affronter cette peur, on va à un point qui est à l'opposé, où on va aller apprendre à vivre comme tout le monde, à pouvoir se sociabiliser, à mettre le costume qu'il faut, à avoir le job qu'il faut, tout ce qu'il faut pour une vie normale. Et donc c'est cool, c'est confort, mais à l'intérieur de soi, il y a toujours un truc qui gratte et qui est insatisfait. Et il y a 2 autres points. Si vous, quand je vous dis ça, par exemple, vous visualisez un cercle avec une croix, une de haut en bas et une horizontale, on va dire. Si la lune noire est le point du bas, l'opposé au-dessus, c'est là où on va se construire, ça s'appelle Priap, je crois. Ensuite, si vous prenez le point qui est entre les deux sur la droite, on va appeler ça le point de soumission. C'est là où vous êtes capable de tout accepter pour avoir une vie à peu près, pour vous sentir intégré, pour vivre un peu comme tout le monde. C'est là aussi la culpabilité vous travaille et vous pousse à vous soumettre par culpabilité. Et à l'opposé de ça, il y a un point qui est, comment on l'appelle ? C'est un point d'affirmation, d'explosion. C'est le truc qui n'en peut plus d'accepter et de vivre ce truc un peu mou, qui n'est pas juste, ce truc qui gratte. Et là, c'est un point qui est complètement à l'opposé. Et donc à un moment, on peut retourner vers notre lune noire et affronter cette peur qui est juste à côté. Et un jour découvrir son trésor. Et le trésor, c'est ce qu'on appelle la licorne. Et le défaut de trouver sa licorne, c'est qu'on croit qu'on a accédé à la grande vérité universelle. Et donc les gens qui vous parlent d'une façon
comme si voilà, ils avaient trouvé le truc et que vous n'avez plus qu'à les écouter. Souvent, c'est qu'ils ont trouvé leur licorne. Et voilà, c'est le défaut de la licorne, c'est de, de vouloir l'imposer à tout le monde. Voilà, ça peut faire partie des particularités qui font parler d'une certaine façon, tirer des conclusions, etc. Un autre petit truc que je voulais évoquer, je ne sais plus si je vous en ai parlé, c'est quand on arrive à visiter le manque, un trou qu'on a à l'intérieur, un manque à combler. Quand on arrive vraiment à le visiter, on s'aperçoit que rien ni personne ne pourra jamais combler ça, et que donc ça n'est pas une raison d'aller vers qui ou quoi que ce soit. Et ça me fait penser que quand on vit avec quelqu'un par peur d'être seul, par exemple, ou par besoin d'être aimé, eh ben on va faire porter une charge à l'autre qui est quelque part de remplir ce manque. En tout cas, quand on va ressentir ce manque, ça va être beaucoup plus difficile de s'en démerder tout seul que d'avoir envie de le reprocher à l'autre. Mais voilà, c'est une des choses que ça permet de voir quand on visite ce manque, c'est que c'est de la faute à personne et que personne ne peut remplir ça. Dans le même genre de sensation, ce qui m'était apparu il y a quelque temps, c'est que quand je suis face au vide, au néant, au rien qui ne se passe, pas d'horizon, plus rien devant soi, moi j'avais tendance à... Alors en fait j'ai vu qu'à ce moment-là, on peut voir la tapisserie de fond de notre expérience. Mais c'est comme un faux rideau en fait. Mais on y croit vraiment, c'est un truc qui est très très présent chez nous. Moi par exemple, quand j'étais face à ce néant, j'avais une tristesse, quelque chose qui m'envahissait et qui m'emmenait vers l'idée de l'inutilité à vivre dans ces conditions. Et un jour, j'ai vécu ça en étant très neutre, pas affecté par ce que je ressentais. J'étais vraiment juste spectateur, observateur. Et j'ai vu qu'en fait, à ce moment-là, je pouvais changer la tapisserie ou juste ouvrir le rideau. Et ce qui est au fond, c'est pas tout ça, quoi. C'est la joie d'être, quoi. La paix, l'amour. Et à voir ce que c'est que de pouvoir choisir ça. On nous dit souvent que on peut choisir ses émotions et tout. Enfin, je veux bien, mais qui en est là pour, pour faire comme si tout le monde pouvait faire ça du jour au lendemain? Enfin, il faut un certain chemin. Enfin, en tout cas, moi, il m'a fallu un chemin immense pour arriver jusque-là, quoi. Je pense pas que la plupart des gens, enfin, que je sois inférieur et que la plupart des gens puissent et moi pas, quoi. Ça renvoie qu'à son impuissance d'entendre des trucs comme ça, je trouve. En tout cas, quand on a été à une certaine profondeur, on peut effectivement voir qu'on peut choisir ce qu'on ressent. Autre chose que j'ai ressenti à un moment, c'est que quand on est sur un parcours de ce genre-là, donc que ce soit flamme jumelle, éveil en général, et à un moment où on s'y fait, quoi. On commence à avoir l'habitude, c'est notre monde, c'est notre vie, et ça ne nous empêche pas aussi de connaître des moments où on a l'impression que ça va pas assez vite, où on s'emmerde et tout et tout. Et il m'est apparu, en entendant des thérapeutes, qu'on se rend même plus compte du travail qu'on a fait. Il y a des thérapeutes, je doute pas qu'ils aient fait un certain chemin pour arriver là où ils en sont,
Mais quand on est habitué à devoir tout passer en revue et à rendre tout clean, à tout guérir, et que ça devient un peu normal, il y a des gens, quand on les voit euh, parler de leur façon d'être thérapeute ou proposer leur méthode ou leur don, on se dit waouh, ils sont pas du tout sur ce chemin, quoi. Ils ont encore des trucs béants de personnalité hallucinante et quelque part c'est bien aussi, hein, ça rend humain, mais ça me montrait juste que ça permettait de préparer quelque chose, une façon d'être qui est vraiment nouvelle, alors qu'on a tendance à s'y habituer quand on le vit. Et c'est très précieux pour être juste, pour être efficace, pour rayonner sans, sans ombre sur les gens qui nous entourent. Et je pense que ça simplifie aussi notre façon d'œuvrer, quoi qu'on fasse. Autre chose qui m'est apparue, c'est que quand on a été victime de, de quelqu'un ou de certaines personnes, tant que on en garde de l'amertume, de la rage, on porte une part de leur charge, de ce qu'ils ont à rendre compte. Ça crée un lien, une relation, mais voilà, je ne dis pas qu'il faut tout effacer du jour au lendemain, ça prend du temps. Comme ça, c'est pour ça que je parlais du prendre son temps, le temps de la guérison, dans un autre audio. Mais voilà, ce truc qui prend du temps, ne serait-ce que de prononcer le prénom d'une personne avec qui on a quelque chose comme ça, on voit si la chose est complètement apaisée ou s'il y a un truc à l'intérieur là qui est en train de réveiller une tornade ou de crisper quelque chose. Et en fait, au moment où on arrive à retrouver notre entièreté et à reprendre les bouts qui nous ont pris quelque part, volés, arrachés, ôtés, ou sur lesquels ils ont mis un voile qui nous empêche de nous retrouver, et ben on les empêche de faire face à la justice, à leur justice. Et c'est pour ça que c'est important le parcours de guérison. Aussi, c'est important aussi pour ça. Et ce temps peut être d'autant plus long que si par exemple des gens vous ont pris quelque chose, une situation, une réputation, que vous n'avez plus la même qualité de vie suite à leur débarquement dans votre intimité, et bien tant que vous n'avez pas retrouvé cette qualité de vie, la guérison est difficile. Et plus la guérison se fait, et plus vous retrouvez une qualité de vie. Alors, qu'est-ce qui va dans quel sens, qu'est-ce qui attire l'un l'autre, mystère. Mais quoi qu'il en soit, c'est des choses qui permettent d'avancer et de grandir et de tourner la page. Et c'est aussi en fait ce qui nous fait souffrir, c'est qu'on prend une part de leur mal qu'ils ont réussi à nous transmettre en fait. C'est pour ça qu'ils nous ont fait mal. C'est qu'on prend une partie de leur charge, cette charge étant leur mal. Et donc, voilà, plus vite on arrivera à leur rendre,
leur charge, leur mal, plus vite on sera redevenu intègre et on pourra de nouveau les regarder en ne se perdant pas et en les laissant vivre leur vie. Et cette intégrité, cet apprentissage de l'amour juste, déjà pour soi c'est énorme, mais alors en plus ensuite quand on arrive à le transmettre, si quelqu'un en a besoin, que ce soit quelqu'un de proche ou pas, c'est vraiment quelle gratitude quoi, de voir qu'on n'est pas seul dans son monde et que tout ce qui cloche à droite à gauche et les gens qui avancent, eh ben c'est la découverte de cette justesse de son centre et de pouvoir accompagner des gens qui sont en train d'avoir la tête qui tourne, de flancher, d'être perdus et sans prendre leur place, sans faire les choses à leur place, mais en étant présent et en pouvant donner ce savoir, quelle que soit la façon dont il résonne, parce qu'on ne sait pas comment les autres l'entendent dans ce qu'on dit. Quel trésor, quelle gratitude. Et donc ça ne fait plus souffrir de ne plus combler les manques. C'est pour ça aussi qu'on ne ressent plus les manques. Et ne plus souffrir, c'est aussi quelque chose qui m'est apparu. C'est aussi quelque chose qui nous arrive quand en fait on ne perd plus son chemin. Parce que la souffrance, c'est aussi quelque chose qui permet de ne pas trop s'éloigner de son chemin. Donc, ne plus souffrir, c'est une façon de pouvoir concrétiser le fait, quelque part, qu'on ne crée plus de karma. Parce qu'on n'a plus besoin de la souffrance. On se guide autrement. Dire une petite bricole aussi pour ceux qui sont paumés au milieu de toutes les chaînes qui disent tout et le contraire. Donc moi, ce que j'en comprends par rapport à toutes les dénominations, donc celui qui est chaser à la base, yang dominant à la base, il y en a qui l'appellent le féminin. Il y en a qui l'appellent le féminin parce que 80% apparemment, on va dire les 3/4, sont des femmes. Et il y en a qui disent le féminin parce que dans l'au-delà, tout est inversé. Et que celui qui est ici, yang dominant, dans l'au-delà, c'est le féminin sacré. Donc, à l'opposé, le runner, qui est yin dominant à la base, ici est appelé le masculin pour certains parce que les 3/4 sont des hommes, et pour d'autres parce que dans l'inversion, dans l'au-delà, c'est le masculin sacré. Dans toutes les choses auxquelles ça a pu me faire penser aussi ces derniers temps, il y avait eu une chouette épiphanie pour moi il y a très longtemps quand j'avais fait la différence entre se nourrir de l'autre et se nourrir de la relation, du lien à l'autre. Et c'est aussi un peu ce qui se passe pendant la séparation dans ce parcours. Et il y a plein d'autres choses sur ce parcours, je pense, auxquelles on est sensibilisé ou attiré, que ce soit par exemple tout ce qui est surdoué au potentiel, Asperger aussi des fois pour certains, un terme aussi qui s'appelle la limérance. Toutes ces spécificités, elles peuvent induire en erreur, c'est-à-dire elles peuvent faire croire qu'on est sur ce parcours alors qu'on est juste dans une de ces spécificités, ou à l'inverse, faire croire qu'on est dans une de ces spécificités alors qu'on est sur ce parcours. La limérance,
comment les carences affectives à l'enfance donnent des amours impossibles à l'âge adulte, et comment le moindre signe de quelqu'un qu'on aime, pour qui c'est pas réciproque, va être interprété et donner une espérance folle, et pour quelque chose qui n'arrive jamais. Donc ça peut vraiment faire penser à pas mal de moments sur ce parcours. Et m'est venue une histoire pour illustrer à quel point se voir dans une spécificité, donc par exemple flamme jumelle, n'est pas illusoire, n'est pas qu'illusoire en tout cas, comme quoi ça peut avoir vraiment un rôle constructeur. Alors l'histoire c'est comme ça, imaginez que pendant toute votre vie, on va dire jusqu'à la trentaine, vous vous sentez vraiment particulièrement maladroit ou maladroite. Et c'est indéniable, plus vous grandissez, plus vous regardez les gens qui sont autour de vous, plus vous voyez qu'ils font plein de choses facilement, alors que vous arrivez à rien. Et petit à petit, vous commencez à vous penser inférieur à ceux qui sont autour de vous, quoi. Et bien à part. Vous vous y retrouvez pas. Et pour eux, c'est facile, et pour vous, c'est merdique. Et puis simplement, un jour, quelqu'un débarque et vous dit « Ah non, pas du tout, du tout. C'est juste que toi, t'es gaucher ou gauchère, et alors que 95% des gens sont droitiers ou droitières. » Et effectivement, c'est comme ça. Et donc, tout le monde entier, les outils, tout est fait pour eux. Toi, à ce moment-là, tu vas commencer à changer ta perception de ce qui t'arrive, de qui tu es, de ce que tu ressens dans ton corps, de qu'est-ce qui se passe quand tu fais les choses à la main gauche qu'on t'a interdit depuis tout petit, plutôt qu'à la main droite. Et d'un seul coup, ça va être une renaissance. Tu vas avoir des nouvelles idées, un monde entier va s'ouvrir, une nouvelle inspiration, l'envie peut-être de créer un monde pour les gauchers et de le faire savoir pour partager ta découverte à ceux qui sont dans ton cas et qui l'ignorent. Et voilà. Donc quand on se découvre au potentiel, par exemple, moi, à un moment où j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est du délire, ça résout 80% des problèmes que je connais depuis tout petit, quoi. Ces gens parlent de 80% de mes problèmes. Et comme j'étais dans un endroit où il n'y avait personne qui était spécialisé là-dedans, qui s'y connaissait, parce que quand vous êtes sur internet et que vous entendez tous les thérapeutes parisiens, ils font comme si maintenant il y en avait partout. Mais il y a beaucoup d'endroits en France où il n'y en a pas. Et maintenant, et avant, il n'y avait pas tout le côté à distance qui se faisait. Maintenant, effectivement, ça se développe, surtout depuis les 2 années qu'on vient de vivre. Mais une fois, j'ai pu rentrer en contact avec quelqu'un qui était spécialisé là-dedans. La personne a reporté 3 fois le rendez-vous dans la même journée. Et quand enfin elle m'a pris à, je sais plus, 9h30 du soir, elle m'a dit « Oh là là, non, je veux pas m'occuper de vous, c'est trop... Ça correspond pas à toutes mes données, tous mes repères par rapport à la psychologie qu'elle avait apprise. Et je sens quelque chose de beaucoup trop noir dans votre histoire, trop lourd. Je peux pas m'occuper de ça et je pense que vous avez une problématique de flamme jumelle. » Alors que moi j'étais en train de lâcher tout ce concept que je savais pas où ça me menait, que j'en avais marre. Je me disais enfin j'ai trouvé quelqu'un qui parlait et c'est une psychologue qui avait rien à voir avec ça qui vient me dire ça, quoi. Bref, c'était marrant. Donc une spécificité, c'est utile pour découvrir ses particularités.
Et surtout que, en fait, quand on se sent à part, alors, on ne sait pas si les gens, effectivement, ils sont aussi à l'aise qu'ils ont l'air. Mais eux, ils ont l'air bien dans le monde, quoi. Ils ont l'air bien intégrés. Ils ont souvent des trucs qui se passent de génération en génération dans la famille, sur un territoire, sur des postes et tout ça. Et en fait, vous vous rendez compte que ceux qui sont droitiers, qui sont si à l'aise dans ce monde, eh ben, plutôt que d'être ouverts aux gauchers, eux, n'importe quoi qui est différent de leur monde de droitier, leur fout les jetons, quoi. C'est comme une attaque. Ils peuvent pas supporter que quelque chose d'autre existe, tellement ils sont à l'aise dans ce monde. Donc c'est aussi ça le conservatisme. Le- c'est aussi tout ce qu'on prend pour une menace de son monde et qui rend l'évolution très difficile, voire impossible. Et il n'y a pas longtemps, là, j'étais sur un spectacle avec des gens qui avaient vraiment des valeurs complètement dépassées, quoi. Et ça me tordait les boyaux de bosser là-dessus, de devoir écouter ça, et c'était un spectacle pour enfants. Et je me disais, comment ça, ces gens-là, ils ont aussi des guides qui, qui les fait tenir debout, qui les font tenir debout, qui les inspirent et qui leur permettent encore d'être debout là sur scène à faire et dire ces choses. Et du coup, je me disais, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet, quoi. Alors, ça peut peut-être prolonger le truc abominable dans lequel certaines personnes sont encore, par rapport à un truc très vieillot d'hommes, de femmes, d'éducation des enfants, de punition et tout, de moutons noirs, de pouvoir se moquer des gens qui sont inférieurs. Et en même temps, peut-être que ça aide les gens qui regardent ça à se rendre compte que c'est dépassé et que c'est fini, et à sentir qu'il y a un malaise, le passage d'un monde à un autre. Et là, je me disais effectivement, peut-être que je peux comprendre ce que c'est que d'aller et recevoir quelque chose, des guides de ces personnes, s'il y a besoin. En tout cas, je peux comprendre qu'on puisse faire appel à une tierce personne pour envoyer des messages à des gens qui sont un peu séparés de leur intuition et du présent, de la réalité. Et dans la complétude, quand on ne souffre plus, la seule chose qui peut ressembler à de la souffrance, donc on peut vraiment vivre des trucs bizarres où on est replongé dans une situation souffrante, en tout cas qui a eu une empreinte comme ça sur nous, et de se rendre compte que putain on vit la même chose et qu'on souffre pas. La seule chose qui peut ressembler à de la souffrance, en tout cas au début de la complétude, c'est pas la souffrance, c'est la peur de souffrir. S'il y a une peur, une terreur qui a encore une empreinte sur vous, fait mine de se lever, et que le manège recommence par rapport à cette terreur, et ben c'est la peur de souffrir qui peut s'apparenter à une souffrance, mais en fait après ça tombe très vite dès qu'on voit que le manège s'est remis en route. Pouf, on repère le truc, on se dit non c'est bon, je sais que j'ai tout le temps peur que ça arrive, mais ça n'arrive pas, et ça retombe et on voit que il n'y a pas eu de souffrance. J'avais eu aussi une façon de me relier au futur, quand par exemple on a l'impression qu'il nous arrive plus rien, ou bien qu'on ne comprend pas ce qu'on vit. Une façon de se relier au futur, c'est de comprendre par rapport à nos expériences qu'en général on comprend une fois qu'on a traversé ce qu'on a traversé, et donc juste de se dire que quelque chose n'est pas encore advenu pour que je comprenne, et ben c'est une façon de se relier à son avenir. Je voulais redire aussi que un des points de bascule
pour entrer dans la complétude, c'est certainement ce moment d'affirmation, sans haine, sans stratégie, sans convoitise, sans dépendance, sans peur, un truc neutre. Et ensuite, ça permet de, de continuer à s'affirmer sans stratégie dans toutes les situations. Vous pouvez comprendre que telle personne qui est près de vous, par exemple, est dans des schémas de... comment on appelle ça, de manipulation avec l'amour. Enfin voilà, je pense qu'on a presque tous des héritages comme ça où on se sert de l'amour pour utiliser les gens, pour les amener à faire ce qu'on a envie, de leur donner la peur de perdre quelque chose. Si on sent qu'ils ont peur d'être seuls, par exemple, de perdre quelqu'un, une situation. Et donc on peut s'affirmer sans agitation devant quelqu'un, en sachant que, certes, il y a des risques qu'en faisant ça, cette personne souffre, mais sa souffrance, elle n'est pas due à nous. Elle est juste due au fait qu'elle rencontre sa souffrance, sa boucle, son manque, son schéma erroné. Et que certainement que comme ce qui le déclenche, c'est l'affirmation de quelqu'un qui est devenu juste par rapport à son être. Je ne suis pas sûr de tout ce qui peut arriver, mais ça peut bien aider à déclencher une prise de conscience. Je voulais vous donner aussi quelques références pour moi, des gens que j'aime bien, qui me nourrissent. Alors, je vais plutôt pas vous donner des gens qui sont super connus ou qui font des trucs pour avoir de l'actu. Moi, les choses que j'aime, auxquelles je reviens, c'est souvent des gens qui font des choses parce qu'ils ont quelque chose à dire, mais c'est pas pour que vous les oubliez pas et que vous pensiez à prendre des consultations et à consommer. C'est vraiment des gens qui font du contenu quand ils ont quelque chose à dire. Et pour moi, c'est cela, je n'y trouve rien à jeter. Donc, il y a par exemple la chaîne de Noémie qui s'appelle Jam Flumel. Voilà, je trouve super. Une autre qui s'appelle Retour de flamme d'Aurore Griffon, qui a aussi écrit un bouquin. Il y a une nouvelle venue que je trouve géniale, qui s'appelle Vanessa Barbeau. C'est le nom de sa chaîne aussi. Barbeau B-A-R-B-A-U-X. Elle a des grandes particularités, je trouve, Vanessa. Déjà, c'est une runneuse. Elle vit avec son chaser. Elle a une sœur jumelle qui a aussi une relation de flamme jumelle. Donc c'est assez hallucinant. Bref, elle est super authentique, très éveillée. Elle a un grand parcours et je vous recommande vivement sa chaîne. Il y a pour moi la plus grande interview, la seule que je recommanderais, qui est vraiment... il n'y a rien pour autant apprendre efficacement de ce que c'est que ce parcours. C'est l'interview de Loïc Arnaud. Il n'y en a fait qu'une, je crois. Si vous tapez témoignage Loïc Arnaud, je crois que ça fait partie d'une chaîne qui s'appelle Être Soi. Mais vous retrouverez ça de toute façon. Voilà, ça dure 2 heures. La lucidité, la façon dont il arrive à mettre des mots sur tout ça, c'est extraordinaire. Je vous recommande vivement cette interview si vous ne la connaissez pas. Loïc Arnaud. Dans les choses qui me nourrissent énormément, moi, il y a Alors, c'est un site auquel je suis abonné, mais il y a aussi quelques vidéos que vous pouvez trouver. Simplement, c'est un gars qui a créé un genre d'université en ligne, où il donne ses cours. Il fait aussi des stages, des ateliers, des conférences. Il s'appelle Luc Biget. Il
enseigne une façon très particulière l'astrologie, la mythologie, et voilà, une façon de s'ouvrir à la conscience qui est assez unique. Alors, comme tous ces gens ont une façon particulière d'être inspirés, il y a toujours des trucs qui peuvent donner plus ou moins d'atomes crochus avec eux. Et voilà, ça peut être souvent des gens qui n'ont pas de grand intérêt pour les apparences. Et donc lui, au début, ça s'appelait l'Université des Passages. Et je crois que maintenant, ça s'appelle Réenchanter le monde, son site. Luc Biget, ça s'écrit B-I-G-E, accent aigu. Dans les gens qui sont éveillés, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré il y a longtemps. Il s'appelle Jean Bouchard Dorval. Jean Bouchard, B-O-U-C-H-A-R-T, Dorval, D-O-R-V-A-L, c'est un Québécois. Il y a plusieurs vidéos, mais il n'y en a plus de nouvelles, je crois. J'ai adoré écouter ce gars pendant un moment. Dans les nouveaux, il y a Pierre Leray-Guillemet. Leray, c'est L-E-R-E, accent aigu, plus loin Guillemet, mais Pierre Leray, ça marche aussi. Il fait souvent des satsangs avec son pote qui s'appelle Gérald Ben Merzoug. Je sais pas si on met encore des vidéos, là je crois qu'ils sont en train de faire un ashram en ligne. Mais en tout cas, il y a des vidéos qui sont chouettes, je trouve, à écouter. Et ils ont une collègue aussi, c'est une nana qui les a hébergés une fois quand ils étaient au Québec, qui avait rien à voir avec tout ça. Je sais qu'ils ont déclenché l'éveil, je crois, qui s'appelle Julie Anne. Je trouve qu'elle est très chouette aussi. À l'international, juste en anglais, il y a Gangadji que j'apprécie aussi. En France, il y a un gars qui fait des conférences depuis, je sais pas, maintenant ça doit faire 30 ans. Il s'appelle Patrice Brasseur. C'est une conférence chaque mois sur les énergies du mois, sur un thème qui lui est venu en méditation sur l'année. Il fait ça avec... il construit tout ça avec sa chérie, mais c'est lui qui donne les conférences, sans jamais une note ou quoi que ce soit. Et voilà, en vrai... on peut le voir à Chambéry, à Lyon, à Genève, quand on habite par là-bas. Et sinon, maintenant, avec Internet, c'est facile à trouver. Donc Patrice Brasseur et la discipline qu'il a créée, le site s'appelle Psychosophie. Psychosophie, on va dire, tout attaché. Et mon copain Laurent Fent, sur Immedia, reprend aussi... ses conférences en général. Donc Immedia, il y a aussi beaucoup de choses en ce moment. Il a déménagé, Laurent, donc il est plutôt occupé à d'autres trucs, il fait moins d'émissions. Mais il y a toujours plein d'autres choses à regarder ou à écouter sur plein de thèmes différents, si vous ne connaissez pas. Moi, j'ai écouté énormément de témoignages d'EMI, d'expériences de mort imminente, un peu comme si j'écoutais les gens qui me parlaient de la maison et qu'avec eux je me sentais des points communs pendant longtemps, quoi. Et bref, il y a beaucoup de choses comme ça que je connais, que j'écoute. Il y a notamment un témoignage que je trouve assez génial parce que ça sort des sentiers battus, qui est celui de Vanina Chirinsky. C'est écrit S-C-H-I-R-I-N-S-K-Y. Il y a une émission où elle a fait un ou deux trucs, plus un long témoignage d'1h30 dans, comment on appelle ça, un colloque où elle était invitée. Il y a des médiums aussi. Je vous parlais de Chantal Lafont, qui est quelqu'un de une personne très particulière et complètement habitée par ce qu'elle fait. On me fait penser au Padre Pio quand
Elle a quelque chose à dire à quelqu'un, elle connaît tout de la vie de la personne, c'est incroyable. Chantal Lafont, Christine André qui fait aussi des vidéos d'enseignement, plus que de médiumnité, mais elle est médium. C'est souvent intéressant ce qu'elle dit. Oui, dans les sages, il y a aussi, dans les sages, dans les gens qui ont vécu des grands parcours, il y a un Suisse dont le nom spirituel est Darpan, que je trouve souvent intéressant. Dans les gens qui sortent un peu de tout ça, il y a Bruno Clavier, c'est un psy qui s'occupe particulièrement des fantômes familiaux, des choses qu'on se transmet sans savoir. C'est à tomber par terre. Vraiment, ce qu'il raconte ce gars, c'est incroyable. Il y a quelques interviews et quelques bouquins. Bruno Clavier. Un autre auteur qui est vraiment extraordinaire dans sa façon de pouvoir mettre des mots sur la grâce, notamment d'expliquer des choses très mystérieuses et de donner même des fonctionnements de ces mystères. C'est Denis Marquet. Elle a fait pas mal de bouquins. Il y a quelques interviews, notamment de Laurent sur Immédiat. Immédiat, si vous ne connaissez pas, ça s'écrit HYM.media. Donc lui, c'est Denis Marquet. Je vous conseille notamment un roman, je ne sais pas comment on fait pour écrire des bouquins comme ça, qui s'appelle Le Testament du Roc. En gros, c'est l'histoire de Saint-Pierre, comme s'il l'avait vécu. Et les 2 derniers bouquins, qui ne sont pas des romans, alors je crois que c'est les 2 derniers que j'ai eus, c'est Oser désirer tout et Aimer à l'infini. C'est très fort. Dans des gens assez particuliers aussi, qui donnent des explications par rapport à nos modes de fonctionnement. Il y a un gars qui s'appelle Laurent Martinez. Je trouve qu'il est assez original. Et il y a une nana, donc je ne sais pas si elle fait encore des vidéos, qui s'appelle Cyrine Benmamou. Cyrine ça s'écrit CYRI2NE, Ben Mamou, M-A-M-O-U. Et elle, j'ai surtout regardé un temps ses vidéos à un moment où je prenais conscience des implications de mes traumatismes et de ce qu'ils engendraient dans mon comportement et de de comprendre un peu tout ça. Elle est surtout spécialisée là-dedans, dans le traumatisme et le trauma. Elle vous explique c'est quoi la différence entre les deux. Pour tout ce qui est haut potentiel, donc la nana que j'avais contactée, c'est incroyable, elle passe son temps à ça, elle fait même des consultations le dimanche, enfin bref, elle fait des groupes, c'est que ça sa vie, quoi. Que les hauts potentiels. Je crois que c'est elle qui a inventé le truc HPE, HPI, au potentiel émotionnel, au potentiel intellectuel. Mais il y a quelqu'un surtout que je trouve extraordinaire. Alors moi j'avais connu ça par Jeanne Siofrachin, je crois. Un de ses bouquins, je sais plus comment c'était le titre, genre peut-on être surdoué, heureux, quelque chose comme ça. Mais il y a un type que je trouve très très particulier qui s'appelle Carlos Tinoco. Carlos Tinoco, T-I-N-O-C-O, je crois, et sa chaîne s'appelle demonster.fr, comme voilà, D-E-M-O-N-S-T-E-R.fr. Il y a un gars qui s'occupe d'enseignement essénien que je trouve intéressant et pas caricatural. Souvent les gens qui partagent ça sont un peu caricaturaux, un peu communautaires ou quoi. Lui je trouve ça assez universel. Il s'appelle Guilhem Kézak. Guilhem, je suis plus sûr de comment ça s'écrit, on va dire G-U-I-L-H-E-M, Kézak, C-A-Y-Z-A-C. Il y a un autre gars qui a encore rien à voir, qui est un genre d'aventurier moderne, de la santé,
du retour aux sources. Alors lui, il appelle ça aussi l'hygiénisme. Il s'appelle Florian Gomet, Floriangomet, et depuis quelque temps, il a rencontré une chérie avec qui ils arrivent à partager tout ça et à donner des conférences et tout. Je suis pas preneur de tout, c'est un peu extrême. Voilà, si vous voulez manger comme eux vous disent, putain, il va falloir faire du ménage. Et voilà, c'est certainement très très bon et très positif, mais c'est un peu rude. Mais là-dedans, en tout cas, il y a 1000 trucs à prendre quand même, ne serait-ce que voir que ces choses-là sont possibles. Je sais pas, comme les gens qui se nourrissent de prana et tout, quand vous les écoutez, vous pouvez vous sentir un peu éloigné des fois de leur monde, mais il y a plein de choses qui résonnent et qui sont à apprendre, ne serait-ce que de les écouter parler de leur expérience. Moi, ça me fait quelque chose. Et donc Florian, il a fait des trucs du genre partir marcher dans le nord du Canada en jeûnant pendant 14 jours. Alors qu'il y avait la neige, souvent il marche pieds nus, donc là il y a un moment je crois quand même qu'il a remis des sandales. Voilà, neige, les cours d'eau glacés à traverser, possibilité des ours et tout. Et là pendant le confinement il est parti depuis, je crois qu'il habite dans le Beaujolais, rejoindre la première mer, je sais plus, c'est la mer Morte, en partant à l'est, en traversant les pays de l'est et tout ça. Il est parti en courant, pieds nus, short, t-shirt, un kawaii, un papier avec le message décrivant ce qu'il est en train de faire à chaque passage de frontière, si on interroge. Pas de papier d'identité, pas d'argent. Ouais, hallucinant. Et pendant notre aventure Covid, chapeau. Voilà les petits trucs que je voulais vous partager. J'ai aussi eu une nouvelle assez hallucinante. Ma jumelle, on va dire celle que je considère comme ma jumelle, parce que ces termes-là lui foutent des boutons. S'est mise à écouter des audios de la chaîne. Donc je trouve ça assez hallucinant. Voilà. Bon, je crois que j'en ai fini. Juste au cas où ça vous intéresse, et à un moment j'écrivais des textes sur un blog qui s'appelle Le Pied d'Anon, que je partageais avec un copain. La plupart des textes sont de moi, de toute façon en général c'est signé si jamais. Et vous pouvez tout à fait vous intéresser à ce qu'il écrivait aussi. Le Pied d'Anon, ça vient du manoir du Pied d'Anon. C'est une histoire qui m'avait bien botté quand j'écrivais, quand j'habitais en Brocéliande. Il y a un rocher là-bas qui est devenu interdit parce qu'il est dans le parc militaire autour de guerre. Et c'est un rocher sur lequel il y avait une misérable cabane qui était sur le terrain d'un noble à l'époque de la cour à Versailles et tout ça. Et ces gens-là allaient donc à la cour pour se faire voir, pour se faire connaître, partager des trucs, demander des trucs. Et donc ils jouaient, souvent ils jouaient beaucoup. Et un jour, le seigneur de ce coin-là, il a tout perdu, tous ses biens les uns après les autres, en pensant à chaque fois qu'il allait regagner quelque chose. Jusqu'au moment où il s'est dit, bon bah là, il n'y a plus qu'à se faire harakiri ou se jeter par la fenêtre. Et son valet était pas loin, et il a senti le truc, et il lui a dit, mais pourquoi ne pariez-vous pas le manoir du Pied d'Anon? Et donc c'était un truc qu'il a compris, qu'il n'y avait que deux qui comprenaient, qu'il n'y avait pas de manoir, c'était juste une cabane misérable, mais comme personne ne le savait, il pouvait faire croire qu'il lui restait encore ça. Et quand il a parié cette misérable cabane qui reposait sur ce rocher, qui s'appelait le Pied d'Anon, il a récupéré tout ce qu'il avait perdu.
Donc je trouvais que c'était un truc inspirant. Et comme j'en viens à vous raconter une histoire, dans toutes les références que je vous ai données aussi, donc moi je me nourris énormément de musique, je peux pas vous en donner tellement j'en ai. De bouquins, de films et tout ça. Mais aussi les contes. Et donc je vais vous partager encore 2 noms de conteurs, conteuses dont je sens comme je sais pas, un enfant spirituel de ce qu'ils font, quoi. C'est incroyable le lien que j'ai avec eux et ce qu'ils font. Donc lui c'est Henri Gougaud, et un peu connu par rapport à certains bouquins qu'il a écrits, comme Les 7 plumes de l'aigle, mais écrit énormément d'autres choses très intéressantes. J'ai écrit une chanson avec lui un jour, et l'autre personne, c'est une personne qui est immense de talent, qui s'appelle Catherine Zarcat, et je vous conseille particulièrement un bouquin. C'est souvent des bouquins pour enfants, mais il y en a un, c'est comme Le Petit Prince, hein, c'est des choses qui n'ont pas d'âge, qui s'appelle Le Prince des Apparences. C'est une histoire à tiroir qui est extraordinaire. Et un conte parlé, donc c'est pareil, on a fait plein, mais un qui est particulièrement incroyable, d'inspiration, et qui est contemporain, ce qui est très rare, qui s'appelle Les Fils du Vent. Et je vous laisse avec ça. Au revoir.